Soif de sport avec Jean-Marc Faham et son équipe. Soif de sport, soif de sport. Tous les lundis et les jeudis de 18h à 19h, retrouvez sur RDI Guyane Soif de sport. Jean-Marc Faham et son équipe reçoivent tous les acteurs du sport en Guyane. Soif de sport, pour commenter l'actualité, les résultats et les événements sportifs. Tous les sports pratiqués en Guyane sont sur RDI. Bonsoir à tous et à toutes, heureux de vous rejoindre ce soir. Une émission très riche, vraiment très riche. Ce soir, on a au programme de l'équitation, du hand, du judo. Notre sophrologue est là, Nathalie Jean, ainsi que le dépistage et surtout l'accompagnement du cancer du sein. Patrick André est avec nous dans nos studios et il nous dira tout justement sur cet accompagnement et on discutera tranquillement et vous apporterons toutes les connaissances pour que vous puissiez être en confiance justement sur les soins qui sont très importants pour le dépistage et l'accompagnement du cancer du sein. On va commencer en direct avec Paul Polony, en direct de Colombie, cette sélection de Guyane qui est en déplacement pour ce tournoi Cali en Colombie. Bonsoir, monsieur Paul Polony. Allô? Bonsoir. On attend le retour technique de monsieur Polony. C'est bon? Monsieur Polony, bonsoir. Monsieur Paul Polony, vous m'entendez? Monsieur Polydor, pardon, Monsieur Polydor, excusez-moi. Monsieur Polydor, bonsoir, une famille de hand. Voilà, donc déjà, félicitations déjà pour ces 2 premiers matchs que vous avez remportés. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du comportement et ce que vous avez vu dès le début de cette belle manifestation? Alors, on remporte effectivement les 3 premiers matchs. On termine premier donc, de notre poule. Et donc, à compter de demain, on jouera les quarts de finale. On a un groupe, je crois, qui est fin prêt. Alors, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils veulent aller jusqu'au bout. Et en tous les cas, j'espère qu'ils iront jusqu'au bout. C'est tout le mal qu'on leur souhaite en tous les cas. Et je pense qu'on a l'équipe qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Alors, une sélection de Guyane de moins de 24 ans, actuellement en Colombie. L'adversaire pour ces quarts de finale, quelle équipe nationale que nous allons rencontrer? Le Guatemala, que nous avons déjà joué, que nous avons battu de 7 buts, je crois. Et bon, il faut qu'on répète la même chose pour arriver en demi-finale. Donc, cette équipe que vous avez rencontrée en match de poule, ou c'était comment ça se fait qu'on rencontre en quart de finale une équipe qui était déjà dans sa poule? Ça, c'est le mystère de l'IHF, effectivement. Nous-mêmes, on pensait rencontrer une autre équipe et là, contrairement à ce qui était prévu au cahier des charges, on rencontre une équipe qui termine 3e de notre poule. Donc, je rappelle, un tournoi international d'Amérique du Sud et centrale. Aujourd'hui, nous sommes en quart de finale contre une équipe que nous avons déjà jouée. Quel est le risque, justement? Quel est le risque de pouvoir rencontrer une équipe qu'on a battue? Le risque d'avoir trop de confiance en sachant qu'on les a battus? Ou vraiment votre travail en tant que président, mais aussi en tant qu'ancien joueur et compétiteur? Oui, mais je laisserai plutôt la parole aux coachs qui vous diront quel est le risque. Moi, en tant que président... effectivement, je pense qu'il y a un risque, mais bon, à mon avis, les coachs, avec l'expérience qu'ils ont, ils sauront justement mettre en place le groupe qu'il faut pour éviter justement l'excès de confiance. On peut s'attendre un quart de finale, c'est un match à élimination directe. On sait que ces matchs sont particuliers. Nous, en Guyane, on connaît un peu notre facilité, on va dire, au niveau mental, notre facilité pour ne pas parler de faiblesse. Est-ce que justement là, pour être positif, un quart de finale, vraiment remonter les bretelles à tout le monde pour pouvoir espérer une finale inattendue? Écoutez, non, je ne partage pas votre point de vue parce que d'un point de vue mental, ils ont su montrer qu'ils avaient un gros mental parce que je rappelle quand même, on a fait 12 heures de trajet, 12 heures de vol et on est arrivé la veille de la compétition.
On a démarré la compétition à 20h. Ça veut dire 22h heure de Guyane, heure à laquelle on n'a pas l'habitude de jouer. Et on a enchaîné 3 compétitions de suite. Chose qu'on fait rarement en Guyane. Donc, d'un point de vue montage, je crois qu'ils ont ce qu'ils font et ils vont prouver qu'effectivement, demain, le mental sera là. D'accord. Je leur fais confiance. Une sélection de moins de 24 ans, est-ce que tous ces joueurs opèrent en première division ici en Guyane? Est-ce que la plupart de ces jeunes jouent déjà dans les équipes premières ici, justement? Tous, effectivement. On a des joueurs de 17 ans. On a 3 joueurs de 17 ans, donc des mineurs. Et on a le plus âgé, je pense, à 24 ans. 23 ans et 24 ans les plus âgés. Donc, c'est une jeune équipe, si l'on peut dire, mais pleine d'expérience en tous les cas. Pour revenir sur la partie vraiment technique, pour en revenir, est-ce qu'il y a des ouvertures pour ces joueurs guyanais vers justement la France ou vers vraiment le pôle France ou l'équipe de France? Est-ce que vous, en tant que président, sur ce tournoi qui se passe en Amérique centrale ou en Colombie, est-ce que nous avons des retombées au niveau des médias qui sont sur place? On a des retombées effectivement au niveau des médias, puisque c'est pas moins de 5 médias qui sont sur place là. Et d'un point de vue, d'un point de vue apport sur la métropole, non. C'est un tournoi qui est fait justement pour mettre en avant le handball dans la zone, Amérique du Sud et centrale. Et il n'y a pas de débouché sur l'équipe de France, pas du tout. Voilà. Je reviens sur la partie technique maintenant pour un peu appuyer mes propos de tout à l'heure. Sur la préparation, 12 heures de vol, jouer tout de suite en arrivant, pouvoir avoir des résultats positifs. Dans la préparation, le contre-mou de la vague, est-ce que vous sentez que au niveau préparation, vraiment, on est vraiment au-dessus de la vague, on continue en travail de surcompensation, ou on peut aussi un peu pêcher au niveau physique, justement par rapport à ce que vous avez avancé sur la longueur du trajet et aussi le peu de sommeil ou le décalage horaire? Non, je pense qu'on est tombé dans la bonne période, parce qu'il faut rappeler que nos compétitions en Guyane ne font que débuter. Donc ça veut dire que les joueurs ont déjà passé le cap de la préparation physique. Donc ils sont faits prêts pour toutes les compétitions, et celle-là, elle tombe à point. Donc d'où, je pense, les résultats obtenus. Voilà, donc nous, RDI, par contre, on vous suit, on est à fond derrière vous. Les joueurs, vraiment donner le maximum sur ce quart de finale, qu'on puisse vous recevoir à nouveau dans une prochaine émission, en demi-finale, voire en finale. Mais écoutez, d'un point de vue statistique, par exemple, on a notre gardien Médéric Boissard, qui est classé 3e meilleur gardien du tournoi. On a le jeune, comment il s'appelle Siliane Sip, qui est classé Sipé, pardon, en espagnol, qui est classé, je crois, 3e meilleur joueur. Et on a un jeune buteur, pardon, et on a le jeune, comment il s'appelle aussi, de chez toi, Eric, Claudie Mondésir, qui lui aussi est classé 3e. Donc, vous voyez, on a des joueurs de bon niveau en Guyane, contrairement à ce que certains pouvaient penser. C'est magnifique. Monsieur Polydor, et le match de demain, il est à quelle heure? On n'a pas encore... la réunion technique, c'est dans 2 heures. On n'a pas encore, effectivement, les heures. D'accord. Donc, on rappelle qu'il y a 2 heures de décalage avec vous. Et donc, on restera en contact pour permettre à RDI de relayer l'information à l'ensemble des Guyanais afin qu'on puisse suivre votre match, puisque j'ai vu que tous les matchs étaient diffusés en direct sur Internet. Voilà, donc on pourra vous suivre et vous soutenir pendant votre match. On pourra donc vous suivre et vous soutenir pendant votre match. D'accord, très bien, merci. Les joueurs ont un petit mot à vous dire, si vous permettez. Oui, on permet. Allez-y. Allez-y. Ok, bravo. Bravo en tout cas pour ces 3 matchs gagnés. On vous souhaite le meilleur pour la suite.
Et puis, de toute façon, déjà arrivé à ce niveau-là, dans cette première... il me semble que c'est la première participation à cette compétition, non? C'est la première participation, effectivement. C'est notre première. Voilà, donc Et tomber... j'espère pas notre dernière. c'est magnifique. Donc tomber contre... Voilà, tomber et gagner contre des équipes nationales d'Amérique du Sud et centrale, c'est déjà un très bel exploit. Donc félicitez encore pour nous ces jeunes et on vous soutient pour demain. On est avec vous. Merci, Monsieur Polidor. Merci, Président. Merci. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée à vous. Donc voilà, Monsieur Patrick André, une petite réaction. On sait que le handball français se comporte bien, hein, et on a eu les experts. On a eu la Bona Karabatic, ou même avant ça, encore avec plusieurs entraîneurs. On a eu des résultats au niveau de la France. Aujourd'hui, ici, notre département se comporte bien en Colombie. Alors, je ne suis pas entraîneur, mais ce que je constate, c'est qu'ils ont une certaine sérénité, une certaine jovialité, et qu'on sent qu'ils ont envie d'y aller, quoi. Voilà. Et bien. c'est le positif qui les anime, c'est ça qui permet de gagner. Madame Nathalie. L'esprit d'équipe, groupé. Voilà. Vraiment la joie de la Guyane. Hein. Voilà, Ça, il nous reflète bien. Voilà, merci à vous. Dans quelques instants, on sera avec le judoka Monsieur Coco Yanis. Marc à la technique rdi.guyane, donc la page Facebook rdi.guyane. Vous pouvez nous suivre en direct ou même un numéro de téléphone, le 36 3000, 05 94 36 3000, pour poser vos questions tout à l'heure à Monsieur Patrick André ou à Nathalie Jean. On va poursuivre en attendant Monsieur Coco. On aura aussi Jean-David Poquet pour le Grand Caraïbe à Matoury ce week-end, en fin d'émission. Vous êtes sur RDI, 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou. Donc voilà. Donc Monsieur Patrick Chenet, gynécologue. Pardon ? Patrick André Chenet. Patrick André Chenet. Tiens, André. Voilà, mon frère c'est Patrick. Donc Patrick, voilà. Donc Patrick André Chenet, gynécologue, accoucheur aussi à l'Académie de sophrologie de Paris. Donc licencié philosophe et auteur de plusieurs ouvrages. Vous êtes en Guyane de passage. Ce dimanche, la marche pour la lutte du dépistage du cancer par la GEDOC vient d'avoir lieu, des manifestations ce week-end. Vous arrivez cette semaine en compagnie de Nathalie Jean, professeure de sophrologie à l'école de Guyane. Comment ça se passe depuis votre arrivée ? Demain, vous êtes en conférence. Alors voilà, demain je suis en séminaire. Il y a un séminaire qui est organisé par l'école de Guyane sur différents sujets, et je fais 3 jours d'intervention en fait, parmi lesquels bien sûr je pense qu'on parlera largement du cancer du sein, puisqu'on est en octobre rose, qui est le mois du cancer du sein, et pour lequel la sophrologie permet surtout d'accompagner les patientes et d'être avec elles au travers des différentes étapes du cancer. On parle de sophrologie pour accompagner les dames atteintes du cancer du sein. La sophrologie, aujourd'hui très connue chez les grands sportifs aussi, dans les vestiaires collectifs de tous les sports de haut niveau. Mais au niveau d'une maladie, comment est-ce que ça se passe ? Puisqu'on n'est pas en groupe, on est seul avec le sophrologue, ou on est en groupe, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la tenue ? La personne est en cabinet. Écoutez, c'est assez simple. En fait, la sophrologie ne demande pas de disposition spéciale. La personne vient dans son habit de tous les jours. Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit confortable. Et ça se fait plutôt assis ou debout en fonction des séances qu'on choisit. Alors l'intérêt, c'est que ces séances sont en fonction de ce qu'on recherche. Il y a vraiment une adaptabilité au point de recherche. Alors par exemple, on va voir des séances quand il y a l'annonce du cancer pour le stress, parce qu'il y a un véritable stress post-traumatique. Dans le cas du cancer du sein, savoir qu'on a un cancer, c'est un événement traumatique dans la vie de quelqu'un. Et ensuite, on va accompagner la personne avec des séances de sophrologie pour la chirurgie, pour la radiothérapie,
pour aussi la chimiothérapie et maintenant l'immunothérapie, de manière à l'accompagner tout au long de son parcours. Également des séances pour le redéploiement existentiel, parce que vivre avec un cancer du sein traité, c'est quand même une épée de Damoclès sur la tête. Également, on a des séances de sophrologie qui vont permettre des choses très ponctuelles, comme le port de la perruque ou réfléchir à faire une chirurgie réparatrice du sein ou pas. Et puis, on a des séances pour le redéploiement existentiel de la personne, la reprise du travail. Donc, oui, allez-y. Et même des séances pour les aidants. Parce qu'on ne parle jamais de ceux qui accompagnent. Ceux qui accompagnent aussi sont touchés. Mais c'est difficile pour eux aussi. Vous parlez de nombreuses séances d'accompagnement. Il y a, je pense, différents types d'accompagnement. Tout à fait. Vous allez rentrer au séminaire pour expliquer aux gens. Il y aura des questions. Ça va se passer où, déjà? Ça va se passer à l'école de sophrologie de Guyane. Oui, qui Nathalie Jean. donc au 2108, route de Montabo. De Montabo. Et donc à Cayenne, et qui est ouverte justement. Le séminaire de demain est accessible à toute personne, puisque chaque technique sera vue au fur et à mesure. C'est l'avantage de ce séminaire, qui malheureusement ne sera pas gratuit. Ne sera pas gratuit, le séminaire. Le docteur Patrick André Chenet nous a parlé de plusieurs types d'apports ou de supports pour accompagner ces malades. Globalement, est-ce qu'on peut dire c'est tout au long de la vie ou ça dure une période, ces accompagnements? Comment est-ce qu'on peut être malade déjà, être touché par cette maladie? Eh bien, si vous voulez, l'accompagnement va durer un certain temps mais c'est un temps certain quand même, parce que entre les différents traitements qui vont de la chimiothérapie à la chirurgie à la radiothérapie, il peut se passer plusieurs mois, 6 mois, 1 an. Et donc après, on fera quelques séances pour le redéploiement existentiel de la personne, pour son redémarrage dans une vie active. On fera peut-être aussi des séances pour éviter la dépression, parce que la dépression, c'est une des choses majeures après le cancer. Et la sophro est très bien placée pour éviter ce passage dans la dépression. Et donc, globalement, un accompagnement sophro va durer, on va dire, 1 an ou 6 mois. Ça dépendra. C'est très court, hein. 1 an, 6 mois, oui. Ça dépendra de l'évolution du traitement. Voilà. D'accord. Est-ce que sur les préparations, sur les différentes préparations, parce que je pense qu'il y a une préparation. Oui, tout à fait. Quand les malades viennent, oui, je vous en prie, quand les malades viennent vers se faire dépister, déjà, il y a certaines appréhensions. Il y a différentes associations qui les accompagnent. Comment est-ce que ça se passe? Oui, allez-y, hein, Madame Nathalie Jean aussi. Des associations, forcément, il y a certains d'autres. Mais nous, à notre niveau, on intervient dans le cadre le dépistage, d'accompagner vraiment au fur et à mesure, et chaque étape qui malheureusement peut être très lourde, aussi bien pour la femme concernée que pour la famille autour ou les amis. Donc c'était une période, la peur qui peut passer, le trouble du sommeil, toutes les phases qui vont passer face à ces souffrances, face à la radiothérapie, la récupération à ce niveau-là. Et d'ailleurs, les associations ont un grand rôle, puisque j'ai répertorié à la fin de mon livre une 30aine d'associations qui prennent en charge l'accompagnement. Voilà. On va continuer avec Patrick André Chenet et Madame Nathalie Jean, très intéressant sur un ouvrage de Monsieur Chenet, Le cancer du sein, le grand guide du cancer du sein. On va retrouver Monsieur Coco Yanis, aussi, comme tout à l'heure, avec Monsieur Polydor en Colombie. Bonsoir, Coco. Monsieur Coco, bonsoir. Bonsoir. Ouais, comment ça va? Ça va bien, vous? Voilà, ça va très bien. Heureux de vous recevoir sur RDI Guyane. On est dans l'émission Soif de sport. Champion de France, plus de 90 kilos. C'était attendu pour toi ou c'est vraiment... est-ce qu'on t'avait déjà parlé, que tu étais un espoir, que ça pouvait arriver très vite? Comment est-ce que ça se passe pour toi aujourd'hui? Champion de France, c'est ton premier titre? Donc déjà, il faudra déjà préciser que c'est champion de France deuxième division. D'accord. Et que c'est mon premier titre national.
en tout cas en France, mon premier, on va dire, grand titre. Et en fait, c'est là que tout commence, puisque je vais entamer les qualifications pour les France Junior première div en février, donc pour pouvoir faire les France, la finale des France, quoi. Quand je dis la finale des France, c'est vraiment faire les France Junior première division qui va me permettre, si je fais le podium pour aller en sélection de France. Mais en tout cas, la deuxième division, si vous voulez que je vous explique plus la deuxième division, c'est un niveau un tout petit peu en dessous de la première division. Donc du coup, la première division, il y a un peu plus de niveau, donc je vais devoir encore plus travailler pour y parvenir. Mais sinon, c'est d'assez grands résultats, surtout que je suis en France depuis 2 mois. Voilà, tu es en France depuis 2 mois, du côté d'Amiens. C'est bien ça? Oui. D'accord. Ton club ici en Guyane, c'est le club de Matoury. Oui, j'ai été formé par ce club-là. Voilà. Tu parles d'objectifs. L'objectif au mois de février, c'est passer en première division. Est-ce que tu as... Pardon? Oui, c'est de passer en demi-finale, oui. Voilà. Est-ce que sur les autres champions de deuxième division, les champions de France de deuxième division, est-ce qu'ils sont tous passés? Est-ce que tu as sur la continuité et ils ont accédé à cette première division? Oui, ils sont tous passés par là. Pour y parvenir en équipe de France, il y a tout ce parcours-là. On n'en arrive pas là d'un coup. Il faut déjà passer par les qualifications coupes régionaux. Et après, une fois que tu es qualifié par les coupes régionaux, ben, ta région, la fédération de ta région t'envoie à la Coupe de France aux demi-finales, première division. Une fois que tu es qualifié aux demi-finales, première division, là on t'envoie pour la compétition, pour la phase finale, où ça sera élimination directe. Dès le premier combat, tu peux te faire éliminer. Donc, une fois que tu fais champion de France première division junior, ben, c'est là que tu es détecté pour faire les championnats d'Europe, championnat du monde, et après il y a toujours possibilité d'intégrer l'équipe de France, puisque pour intégrer l'équipe de France et pour faire les championnats internationaux, national, je veux dire, ben, il faut plutôt être dans l'équipe de France. Donc pour être dans l'équipe de France, il faut passer par tout ça, quoi. Tu es cadet aujourd'hui, Yanis, tu es cadet dans la catégorie des cadets. Qui est 3. Cadet 3, troisième année. Oui, donc du coup, je suis cadet 3 et junior 1. Et junior 1, voilà. Je viens de passer junior, donc je suis cadet 3 et junior 1. Parce que normalement, avant, c'était en janvier qu'on passait c'est en janvier qu'on passait nos nouvelles catégories, quoi. Sauf qu'il y a une nouvelle réforme. Et du coup, les deux réformes se mettent en place. Donc du coup, je me devais de faire la compétition en cadet qui restait, quoi. Au niveau de l'encadrement, aujourd'hui à Amiens, il y a ton club et autour de ça, est-ce que tu as d'autres personnes justement pour t'aider à grandir vite, à la maturité ou des exemples que tu as comme certainement Teddy Riner, aujourd'hui peut-être comme toi qui a commencé aussi à gagner des titres aussi jeune que toi. Est-ce que tu as un exemple et au niveau de l'encadrement, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comme exemple, j'en ai pas vraiment, c'est juste que je regarde un peu le parcours de certains. Comme par hasard, comme par exemple, je vais dire, il y a des gens qui sont de mon pôle qui viennent d'intégrer l'INSEP, qui ont fait l'énorme parcours et qui vont faire le championnat de France première division. Et en fait, moi, je ne vise pas à me comparer comme Teddy Riner, parce que Teddy Riner, il a fait ce qu'il devait faire. C'est pas du tout pareil, ça ne peut pas être trop réciproque. Mais sinon, comme modèle, j'ai plutôt comme Chaméo qui a commencé le judo, ça fait pas beaucoup d'années, avec Romain Zico qui s'est blessé, qui avait fait champion d'Europe. Après Teddy Riner, je l'aime bien, sauf qu'il fait pas énormément de compétition, donc c'est assez compliqué de le suivre, à part regarder des vidéos qui datent, quoi. Mais sinon, comme modèle, franchement, c'est une femme, c'est Chaméo, parce qu'elle est vraiment forte, elle a pas beaucoup d'années de judo de pratique, quoi. Et au niveau de ton club, Damien, au niveau de l'encadrement,
Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton coach ou avec les autres judokas avec qui tu t'entraînes? Donc, mon club dernier, c'est le club que je suis licencié et affilié, mais sinon, en vrai, en gros, je m'entraîne tous les jours pour l'espoir, puisque c'est là où sont situés mes lieux d'entraînement de haut niveau. Donc, du coup, je m'entraîne tout le temps pour l'espoir. C'est 5 jours sur 7, et après les compétitions, le week-end, ça arrive souvent, là, tous les 2 semaines. Donc, mon club, je m'entraîne pas souvent, presque jamais. Sinon, les compétitions, je les fais avec mon club et voilà. Mais j'y vais à certains entraînements, mais je ne peux pas aller tout le temps, quoi. Ça dépend de mes disponibilités. Ok Yanis, on te félicite sur ce premier résultat. 2 mois que tu es en métropole, champion de France 2e division, cadet. Donc tu vois quand même que tu as un avenir devant toi. Donc voilà, donc au niveau du comportement, du sérieux, des sacrifices, beaucoup de travail à faire pour arriver en première division. Donc on espère que tu y arriveras. Marc, une question? Oui, quel message tu pourrais donner à tes camarades du club de Matoury ou d'autres jeunes judokas guyanais? Voilà, quel message tu pourrais leur transmettre? Donc je donnerais un message généralement et surtout au judo club de Matoury, mais plutôt généralement. Donc si vous voulez, je te dirais toujours, si vous voulez arriver à ce niveau-là, il faut déjà avoir une force de motivation. Vous ne pouvez pas dire je vais partir en France et réussir de le haut niveau. Déjà, je n'ai même pas encore réussi de le haut niveau. Vous ne pouvez pas repartir en France et dire je vais réussir de le haut niveau. Ce n'est pas de source de motivation. Il faut fixer des objectifs. Et pour se fixer des objectifs, il faut avoir sa source. Parce qu'il faut être motivé, quoi. Donc, faut arrêter de rigoler ou de les cours. Il faut se mettre au sérieux. Une fois que tu te mets au sérieux, une fois que tu prends le judo au sérieux, vous verrez qu'en vous avez du potentiel. Donc, croyez toujours à vos rêves, il faut toujours aller jusqu'au bout, il ne faut rien lâcher. Quand les coachs vous crient sur vous et vous dites de continuer, c'est pour votre bien, c'est pas pour vous embêter, il faut y aller, il faut vous rentrer dedans. Et voilà, je peux vous aider que ça, d'être motivé et de croire en vous et d'avoir confiance en vous surtout. Merci Yanis, merci de cette intervention beaucoup, Yanis. Ce soir. Très beau message, merci. Et on espère vraiment que tu iras le plus loin possible. On te souhaite le meilleur. Merci à toi Yanis pour ton intervention sur RDI. Et on te suivra sur les autres compétitions et on relaiera les formations ici en Guyane pour tous les Guyanais. Donc vas-y, travaille bien et bonne continuation. Merci, pas de problème. Et je passe bonsoir à toute la Guyane. Voilà, c'est mon pays. Hein. Je suis à 8000 km, mais je pense toujours à ma Guyane, à la nourriture qui change parce que là, c'est vraiment compliqué. Quand tu étais sur le week-end, tu manges plus, on doit arrêter. Là, tu vas manger. C'est assez différent. Mais pour vous dire, la Guyane, elle restera toujours au-dessus. Ça, je le dis déjà en avance. Ça restera toujours mon pays à moi. Je t'en prie. Un beau message pour nous, les Guyanais. Donc, on te supportera aussi, Yanis. Bonne continuation. Voilà. De retour avec Patrick André Chenet et Madame Nathalie Jean. On parlait sophrologie, on parlait accompagnement après le dépistage du cancer du sein. On parlait des associations tout à l'heure qui aident et aussi Madame Chenet avec l'école de sophrologie. Monsieur Patrick Chenet, qui est ici en Guyane pour un séminaire de 3 jours. Venez vous informer, très important. Je reviens sur le moment des étapes, des étapes du traitement. On parlait de 6 mois ou 1 an, voire moins ou voire plus, selon les difficultés, Monsieur Patrick André. Sur ces étapes-là, qui me semblent déjà un chaînon important, comment est-ce que les personnes arrivent à être en confiance pour se rapprocher des professionnels tels que vous, justement? Parce qu'on sait que la confiance, c'est le moteur pour se soigner. Tout à fait. Alors, au niveau du cancer, dans les centres anti-cancer et dans tous les endroits où on traite le cancer, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et il y a eu notamment, depuis une dizaine d'années, le plan cancer qui est édité par l'État, qui est fait par l'État,
qui permet d'envisager, si vous voulez, le parcours de soins de la personne. Et ce qui va être intéressant, c'est que non seulement actuellement, il y a quand même un travail pour l'annonce de la maladie, mais qu'ensuite, il y a des réunions polydisciplinaires, c'est-à-dire que on ne va plus voir d'emblée le chirurgien et puis ensuite on passe. Il y a une réunion, moi j'ai assisté à l'endroit où je fais la gynéco-obstétrique à beaucoup de ces réunions pluridisciplinaires, on prend le dossier du patient. Et on lui indique son parcours de soins, c'est-à-dire qu'on va lui dire, vous allez peut-être commencer soit par de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, ensuite vous aurez une chirurgie et puis une chimio complémentaire, voire de l'immunothérapie maintenant, qui a fait beaucoup de progrès et qui guérit certains cancers. Et donc la personne va avoir très rapidement, sur le plan médical, un parcours de soins qui va lui permettre de savoir exactement où elle va. Et ce parcours de soins pourra donc être communiqué au sophrologue ou à la personne qui va accompagner la personne malade pour, à chaque étape, lui faire une séance et la préparer physiquement et mentalement, parce que le corps, c'est très important dans cette chose-là, la préparer à l'étape qui va survenir et aux étapes suivantes. Ainsi, si vous voulez, il y a un véritable accompagnement qui se fait à partir du plan qui a été donné. Il y a aussi un côté social d'ailleurs, c'est-à-dire que il y a assistante sociale, il y a soins infirmiers qui vont être prévus et qui vont permettre à la personne qui a un cancer d'être accompagnée sur le plan social, parce qu'il y a souvent une paupérisation, une difficulté au travail qui accompagne ce cancer. Voilà. Je reviens sur aider l'aidant aussi, oui. Aider la famille qui suit cette personne, ça peut être un couple. Est-ce que par moment, dans un couple, les deux ont besoin de ces ateliers de sophrologie pour pouvoir mieux se battre? Ça peut être très intéressant de prendre les deux, parce que le problème du compagnon de la femme qui a un cancer du sein, ou l'enfant, ou la fille, ou voilà, le fils. Le problème, oui, tout à fait. Le problème des aidants, c'est que des fois, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et que je résumerai très, très sommairement en disant qu'il faut vraiment considérer la personne qui a son cancer du sein comme une personne normale. Oui. Comme si elle avait une grippe, comme si elle avait... Et savoir en parler, parce que le non-dit est très mauvais finalement. Et donc, le sophrologue pourra aider en ce sens qu'il y a des mots à dire ou à ne pas dire, vous comprenez. Il y a des mots à dire ou à ne pas dire, voilà. Mais véritablement, les aidants souffrent aussi. Voilà. Il faut prendre en compte cette souffrance. Je reviens sur quelque chose, moi, qui m'a interpellé, en sachant que je vous reçois. Tout ce qui est aujourd'hui l'ablation des seins, reconstituer la poitrine ou autre, dans la vie de tous les jours, les difficultés de la personne, mais aussi de son conjoint. Est-ce qu'au niveau de la sophrologie, il y a une aide aussi particulière par rapport à ce qui peut se passer, le choix de la personne malade? Voilà. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a des choix qui sont importants, qui sont d'abord l'acceptation du protocole de traitement tel qu'il est proposé, et toute personne est libre d'accepter ou non ce protocole. En général, les gens, maintenant, on a des équipes quand même qui donnent un maximum de chance aux gens, et donc les protocoles sont acceptés. Mais où ça va être intéressant quand même, c'est par exemple des choix comme la reconstruction. Quand on enlève juste une petite tumeur et qu'on fait juste une tumérectomie, ça ne se pose pas. Mais quand on enlève un sein, faut-il reconstruire ou pas? Et une séance de sophrologie va permettre à la personne, non pas de lui dire il faut faire ci ou ça, mais qu'elle, dans son corps, elle éprouve le fait qu'elle a envie de faire une reconstruction ou pas, et donc d'être maître de son choix. Voilà. Ça, c'est un exemple intéressant. Il y a aussi, quand il y a la chimio, la perte des cheveux et le port d'une perruque. Faire vivre
au cours d'une séance, le port de la perruque va permettre à la personne de sortir avec sa perruque et d'être comme n'importe qui. Voilà. Madame Nathalie Jean, je me retourne vers vous. Vous êtes directrice de cette école de sophrologie en Guyane. Quel est le circuit de ces personnes qui viennent se former chez vous au niveau de sophrologie? Ce sont du tout venant ou des adultes qui font de milieu sportif, le milieu médical? Qu'est-ce que vous voulez nous dire, l'accès justement à cette école? Un petit peu tout ça. Il y a des coachs sportifs. Vous avez aussi des assistants sociaux. Vous avez des gens qui ont besoin de changer de vie. Ils en ont marre de faire ce qu'ils font. Ils ont besoin pour eux d'accompagner. Voilà le terme exactement, d'accompagner les autres et de permettre de découvrir autre chose et de se développer complètement personnellement et accompagner les autres. Il faut que ce soit sportivement, parce qu'on parle sûr. beaucoup du cancer du sein, mais aussi mentalement et physiquement se dépasser sportivement. C'est pour ça que vous avez des coachs sportifs qui viennent aussi pour préparer leurs jeunes équipes. Oui, depuis ces 15 dernières années, on a parlé beaucoup de la sophrologie, mais au niveau du sport, ça s'est révélé. Combien de temps, mettons, 18 mois, 24 mois, pour vraiment se former et avoir une attestation de formation ou un diplôme de sophrologie? L'Académie a une RNCP, donc c'est une certification professionnelle. Voilà. D'accord. Donc il y a 309 heures de formation présentielle. 309 heures. Voilà. Donc, comme c'est un vrai métier, nous le faisons sur 20 mois. Sur 20 mois. Voilà. Vous avez les formations d'enseignement, plus le travail d'entraînement qui a lieu avec l'enseignant Jean-Marc Veil, qui enseigne à Cayenne. Accompagné, bien sûr, du professeur Patrick-André Chénet. Voilà. Et il y a 309 heures. Il faut compter. On a calculé qu'on répartit ça sur exactement 24 mois. Sur 24 mois, sur 2 ans. Voilà. Ça se passe en Guyane, tout se passe en Guyane depuis le départ. Exactement. Voilà, donc les gens n'ont pas besoin de voyager. C'est fini, donc, on est là. On est là, vous êtes là, exactement. On est là. Toutes ces informations-là seront révélées au séminaire pour les gens. Vous avez, à part l'adresse, un contact téléphonique ou une boîte mail ou une adresse Facebook. Il y a le site. Le site internet. Facebook, voilà. le site Facebook, voilà. l'adresse internet. Voilà. Mon numéro. Le numéro, c'est quoi? Mon numéro de téléphone. Voilà, le numéro de téléphone sur la carte, 0694 00 70 97. Voilà. Donc, non, c'était un faux numéro. Voilà. Je reviens plus sérieusement. Voilà, on est formé, sophrologue. On peut faire partie, après, avoir son cabinet, ouvrir son cabinet ou faire partir d'un groupe de personnes qui encadrent. Voilà, voilà. Vous avez des gens qui ouvrent le cabinet. Il y en a qui se spécialisent, qui préfèrent s'occuper d'ados, d'enfants. Voilà. Vous avez des projets scolaires aussi au niveau du rectorat, sur le lycée Juminaire de Saint-Laurent, où tout le projet des enseignants et le proviseur se forment pour mieux accompagner les difficultés rencontrées au sein du lycée. Fondamentalement, c'est un métier d'aide à la personne. Voilà. Une question avant de retrouver Monsieur Jean-David Poquet au téléphone pour le Grand Caraïbe. C'est de l'équitation, bien sûr. Monsieur Patrick-André Chénet, comment on arrive à se former au niveau de la sophrologie et le côté médical, le côté sportif, le côté de l'enseignement à l'éducation nationale chez les enfants, qu'est-ce qui fait la différence dans la formation? La finesse, justement, avec le malade, une autre finesse avec les enfants, un autre comportement avec les sportifs qui ont une autre mentalité. Comment est-ce que tout ça se mélange? Il y a une manière qui est fondamentale dans la sophrologie, qui est tirée... la sophrologie, c'est une discipline moderne qui est issue des philosophies modernes. Alors, c'est la phénoménologie existentielle, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Mais il y a une méthode qui est originale en sophrologie et qui est basée sur le fait que la personne va vivre cette vie qui est en lui ou en elle
et qu'elle va pouvoir être à l'écoute de ce qui monte en elle, de sa profondeur, de son être, et donc de devenir davantage authentique, de devenir davantage elle-même, et ça d'une manière extrêmement rapide, parce que le sophrologue va pas interpréter, va pas donner de sens, mais va favoriser l'émergence des choses profondes de la personne, des phénomènes qui sont en elle, et lui permettre de se révéler dans toutes ses capacités et dans toutes ses compétences. Voilà, merci beaucoup. Tout de suite, avec Jean-David Poquet, on reviendra avec M. Chenet, M. Patrick-André Chenet et Mme Nathalie Jean. Bonsoir Jean-David, tu nous entends ? Ouais, impeccable Jean-Marc. Impeccable, merci. Bonsoir Jean-David. Je répète, Jean-David Poquet qui va nous parler ce soir d'équitation. Donc le Grand Caraïbe, 3e programme ici, à Matoury, ça se passe. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce week-end ? C'est sur le week-end, samedi, dimanche ou uniquement la journée de dimanche ? Non, c'est la dernière ligne droite, c'est sur le week-end, samedi, dimanche. C'est le grand rendez-vous annuel de l'équitation en Guyane et même dans la Caraïbe, puisque effectivement c'est une série d'épreuves qui se déroulent successivement donc en Guyane. À Noël, ça se déroulera au Suriname, en février au Martinique et par la suite pour finir à Pâques en Guadeloupe. Ça permet justement aux cavaliers de se rencontrer, de s'opposer à peu près en se prêtant leur monture. En se prêtant leur monture, puisqu'on sait que très rarement les chevaux voyagent. Combien de cavaliers sont attendus, toutes catégories confondues, ce week-end ? On va attendre à peu près 80 cavaliers sur l'ensemble de la compétition, qui vont regrouper différents niveaux, à peu près, une catégorie qu'on a appelée Espoir, et puis jusqu'à ce qu'on appelle l'épreuve Grand Prix. Voilà, et la particularité de ces épreuves, c'est vraiment original, même en métropole, ils n'ont pas cette habitude de se prêter de manière solidaire leur cheval, mais c'est quelque chose qui est vraiment ancré aujourd'hui dans l'outre-mer et en tout cas au niveau des Antilles-Guyane et avec le Suriname. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette organisation à Matoury, où ça se passe exactement au ranch de Matoury, route pardon ? Voilà, tout à fait. C'est sur la Matourienne. C'est sur la Matourienne, voilà. L'usine de compostage. Il y a les écuries de Fort Diamant qui sont implantées depuis une dizaine d'années là-bas. Et donc, c'est vrai que c'est le concours phare, puisqu'il se déroule essentiellement en nocturne. Donc, demain, il y aura l'essai des chevaux et la présentation des équipes. Et la compétition va réellement commencer samedi soir, à partir de 17-18 heures, avec des épreuves qui vont se dérouler en nocturne. Donc il y a un petit côté prestigieux pour les cavaliers et même les chevaux qui n'ont pas l'habitude d'effectuer des compétitions en nocturne. Il y a certaines ombres, mais il y a tout de suite un événement un petit peu Grand Prix comme on peut retrouver au niveau des grandes compétitions internationales. Donc c'est vraiment la compétition qui est très attendue par l'ensemble de nos jeunes cavaliers. Donc en nocturne, Jean-David, pas trop de risques sur les obstacles. Comment justement les chevaux, pour les cavaliers, je dirais un petit peu plus facile le soir, puisque nous on a l'habitude de faire les compétitions le soir. Mais pour les chevaux, comment est-ce que ça va se passer ? Comment, toi qui as beaucoup d'expérience à ce sujet ? Après, c'est un jeu au niveau des ombres qui va être effectué. Alors, la particularité, c'est que les cavaliers guyanais partent en premier parce qu'ils ont l'habitude de leur monture. Et ensuite, le deuxième tour sera effectué par des cavaliers, on va appeler entre guillemets étrangers. Ça sera soit donc des Guadeloupéens, des Martiniquais ou des Surinamais. Donc voilà, non, tout sera mis en œuvre pour le meilleur accueil au niveau des chevaux. Alors c'est vrai que pour des chevaux, ça sera une grande première, l'aspect nocturne, donc ils risquent de regarder un peu plus les ombres effectuées par l'éclairage. Ça peut surprendre certains jeunes chevaux, effectivement. Et au niveau de la chaleur, est-ce que c'est pas mieux en nocturne au niveau de la chaleur, par exemple, pour les chevaux ? Effectivement, pour tous les sports en général, c'est contre-indiqué de faire du sport en plein soleil, surtout en saison sèche actuellement. Donc effectivement, c'est beaucoup plus agréable parce que la température est redescendue pour les athlètes et les sportifs, les cavaliers et les chevaux. Donc c'est beaucoup plus appréciable, il y a moins d'insectes et même pour le public, c'est beaucoup plus plaisant puisque c'est un spectacle qui est très agréable à regarder en visuel. D'accord. Nathalie Jean, vous faites du cheval, vous sembliez... J'en ai fait énormément. D'accord. Mais je montais à cru et dans la savane.
À l'époque où on pouvait encore se régaler. On peut prévoir des séances de sophrologie avec le cavalier et son cheval, justement. Est-ce que ça peut avoir une action, une incidence positive sur le cheval et son cavalier? Monsieur Patrick-André Chenet. J'ai eu trois élèves qui s'occupent de haras et qui me disaient le bienfait de la sophrologie sur les cavaliers, parce qu'il y a quand même une tension très forte. Et aussi dans l'approche du cheval, être beaucoup plus calme, être beaucoup plus tranquille avec le cheval. Et puis il y a une manière de parler en sophrologie qui, même si le cheval ne comprend pas les mots, fait que le ton et la manière de parler va donner au cheval davantage de tranquillité et qu'il va pouvoir être moins stressé en tant que cheval. Jean-David, une petite réaction sur la sophrologie avec l'équitation? Alors non, tout à fait. Sur d'autres sports tels que l'escrime, effectivement, la sophrologie aide n'importe quel sportif à haut niveau d'être pleinement en harmonie avec son projet, avec sa gestuelle, avec son espace et son environnement. Et c'est vrai que c'est encore plus présent à travers le cheval, puisqu'on n'est pas sur un terrain de sport classique dans d'autres sports. On essaie de trouver une harmonie avec le cheval. De plus en plus, on parle même de psychologie ou de préparation mentale également au niveau des chevaux, parce qu'il peut y avoir des réticences. On essaie d'approfondir un petit peu cette connaissance de l'animal pour mieux être en harmonie, le cavalier et le cheval. Voilà, donc tout à fait, ça rejoint comme beaucoup de sports aujourd'hui, le sport, le cavalier fait attention à sa préparation physique et à sa préparation mentale. Merci Jean-David pour cette intervention. Donc Grand Caraïbe, la fin du Grand Caraïbe avant de voyager au Suriname et en Guadeloupe, au ranch de Matoury, donc samedi soir et dimanche, donc en nocturne, venez nombreux justement. Avec un grand encouragement pour toute l'équipe de bénévoles des écuries de Fort Diamant qui sont appelés, puisque c'est vrai que ça s'est décidé rapidement, c'est la mise en place de cette manifestation pour l'intérêt de la Guyane et des relations avec les autres départements. Mais beaucoup d'encouragement à cette équipe qui a relevé le défi d'organiser cette manifestation en peu de temps, puisqu'il y a une équipe de bénévoles qui est très dynamique et aujourd'hui qui sont au Karcher, au ballet, à la peinture pour que le club puisse accueillir tous les spectateurs dans les meilleures conditions et puis offrir un beau spectacle sur ces 3 jours à partir de vendredi jusqu'à dimanche soir. Merci Jean-David pour cette intervention et merci à tous de vous rendre ce week-end pour voir les différentes compétitions d'équitation au ranch de Matoury. Donc, je me retourne vers vous. Il y aura des baptêmes, c'est gratuit. C'est vraiment l'occasion de venir découvrir cet animal. Merci Jean-David, c'est gratuit en plus. Voilà. RDI, c'est gratuit, donc allez-y. Où les formations seront relayées sur la page Facebook, bien sûr, d'RDI, où on en reparlera dans Soif de Sport. Merci Jean-David. Monsieur Patrick Chenet. Oui, je pensais à propos du sport qu'il y a un sport qui a été monté à Paris pour le cancer du sein. C'est l'aviron, parce que effectivement c'est une zone où on fait travailler le thorax et il y a un club, une association qui s'est montée qui s'appelle Avirose, qui permet donc aux patientes qui ont eu un cancer du sein, qui ont été opérées, de se remuscler le haut du corps. Voilà, les membres supérieurs et la poitrine, et voilà. Exactement. Donc on vous retrouve pendant 3 jours pour ce séminaire. Tous les renseignements avec Nathalie Jean, directrice de sophrologie. Voilà, merci Patrick Chenet d'être venu dans notre émission. Merci de votre accueil. Madame Nathalie Jean, merci beaucoup. On espère que vous aurez beaucoup de monde et que les gens vont s'intéresser. C'est très intéressant. Merci à tous et à toutes. On se retrouve dans une prochaine émission, dans une semaine. On est au repos, la semaine de la Toussaint. On se retrouve dans une semaine, dans Soif de Sport. Pour toutes les informations sportives en Guyane. Merci à vous. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.